peut penser, en regardant vivre cette France de 1914, qu'elle s'apprête à basculer, et toute l'Europe avec elle, dans la plus effroyable tragédie. Bien sûr, la France a mal à l'Alsace-Lorraine. Et la haine du voisin est très forte, il ne porte qu'un nom, le Boche. Mais personne ne veut croire vraiment que la guerre soit possible. La paix dure maintenant depuis près de 45 ans. C'est le temps de l'alliance franco-russe. L'entente cordiale a succédé à la vieille rivalité avec l'Angleterre. Pourtant, les périls sont bien là. La paix de l'Europe est une paix armée. L'Allemagne de l'empereur Guillaume II veut une place au soleil. Paris se presse, avenue du Bois. Paris danse en ce bel été 14. Il va suffire d'un incident pour tout embraser. Le 28 juin, la nouvelle de l'assassinat d'un archiduc autrichien à Sarajevo n'inquiète pas outre mesure. L'héritier du trône d'Autriche est tombé quelque part dans les Balkans, sous les balles des terroristes serbes. C'est bien loin et c'est bien compliqué. La machine infernale est amorcée. L'Allemagne se déclare en danger et commence ses préparatifs. La tension monte brutalement. À Paris, Jaurès est assassiné. En Allemagne, comme en France, les socialistes vont se rallier à l'Union sacrée. Le système des alliances fonctionne comme une mécanique implacable qui jette les nations les unes contre les autres. L'Allemagne déclare la guerre à la Russie le 1er août. Guillaume II, qui espérait limiter le conflit aux Balkans, va devoir se battre sur deux fronts. Le 3, l'Allemagne notifie l'ouverture des hostilités à la France. Plus personne ne peut arrêter la guerre civile que l'Europe va se livrer à elle-même. Le 1er août, la France mobilise. La nouvelle a été accueillie partout avec stupeur et gravité, aussi parfois avec enthousiasme. Cette guerre, personne ne la souhaitait, mais puisqu'elle est là, un vent d'héroïsme redresse les têtes. L'état-major redoutait des milliers d'insoumis, il n'y en aura qu'un pourcentage négligeable. Tout le monde croit à une guerre courte. Dans les campagnes, les gars qui partent s'inquiètent pour les moissons, mais espèrent être rentrés pour les vendanges. Au plus tard, à Noël. Les généraux aussi croient à une guerre courte. Aucun vêtement d'hiver n'a été prévu pour la troupe. C'est encore un peu la guerre du 19e siècle. Les hommes portent le képi et de superbes pantalons groseilles. L'Allemagne aussi espère une guerre rapide. 2,5 millions d'Allemands sont immédiatement mobilisés. Les deux armées, sur le papier, sont de forces à peu près équivalentes. Le ravitaillement doit suivre, par wagons entiers. La viande fraîche, elle, gagne le front par ses propres moyens.
L'armée allemande entre en Belgique, violant sa neutralité. Déjà, les premiers réfugiés fuient l'envahisseur et gagnent la France par les routes et par les plages. L'Angleterre entre dans le conflit le 4 août. Personne ne lui a déclaré la guerre, mais la présence des Allemands en Belgique, en face de chez elle, lui est insupportable. Churchill, premier lord de l'amirauté, n'accepte pas non plus de voir la puissante marine du Kaiser jeter l'ancre à Anvers. L'Angleterre confie la mobilisation de ses troupes à Kitchener, l'un des héros de son armée des Indes. 100 000 hommes vont venir combattre aux côtés des Français. L'Angleterre, qui est encore la première puissance du monde, jette son poids dans la balance pour briser les ambitions de l'Allemagne. En 1916, 70 divisions supplémentaires vont venir combattre en Europe. Août 14, le premier mois de la guerre. La plus grande boucherie de l'histoire moderne va commencer. Joffre attaque à l'est, sur l'Alsace et la Lorraine. Quel impact va avoir la reconquête des territoires perdus? Hélas, les premières batailles sont autant de déconvenues pour les Français. La tactique n'est pas très bonne, le commandement sur le terrain pas toujours à la hauteur. Les Français attaquent sans réelle préparation d'artillerie. Les soldats français sont déconcertés par la puissance de feu allemande. L'offensive française échoue en Alsace et en Lorraine. Pire, à partir du 23 août, les Allemands foncent à travers la Belgique et les Ardennes. L'armée française doit battre en retraite. Joffre doit maintenant songer à défendre Paris. Le pays est stupéfait. Des cavaliers prussiens ont été aperçus à 17 km de la capitale. Brutalement, l'armée allemande change de direction. C'est le gros de l'armée française qu'elle veut prendre au piège, comme dans une nasse. Joffre n'est pas breveté de l'école de guerre, mais il a du génie. Menacé d'un désastre militaire total, il décide que le moment est propice à une contre-attaque. Ce sera la Marne. Foch, à la tête de la 9e armée, va lancer son ordre du jour historique. La droite est enfoncée,
Mon centre flanche, la situation est excellente, j'attaque. Gallieni réquisitionne les taxis parisiens. 500 Renault transportent 4000 hommes au front. Les taxis de la Marne vont devenir le symbole de la victoire et de la résistance française. La bataille se déclenche le 6 septembre. Elle va durer 3 jours. Le 9 au soir, les Allemands craquent, reculent à leur tour. La grande manœuvre d'enveloppement de l'armée française a échoué. L'armée allemande doit se replier sur l'Aisne. En octobre, le front se stabilise enfin, de la Manche aux Vosges. Les armées sont épuisées, les munitions manquent, l'été des généraux est terminé. La grande guerre de mouvement a fait 200 000 morts et elle n'a pas permis la victoire. C'est une autre guerre qui va commencer.